Et bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude, pas de guerre, de bataille, de campagne, mais une discussion autour d'un Reddit sur une séance de questions-réponses sur le Seigneur, les Anneaux de Pouvoir, avec du coup J.D. Payne et Patrick McKay, qui sont les producteurs de la saison 1 et de la saison 2, et qui continuera avec la saison 2 jusqu'à la 5ème normalement. Et il y a eu des questions qui ont été posées par... alors j'ai pas le nom de la personne, à moins que ça soit expliqué à un moment donné, mais il a essayé de poser des questions que les fans avaient en tête, et du coup on va lire les questions et lire ainsi les réponses et en discuter autour de tout cela. Donc la première question c'est: vous devez rogner et éditer les choses avant leur diffusion. Bon, ça c'est assez logique, mais il y a une ou des scènes spécifiques que vous avez eu du mal à couper et que vous vouliez vraiment dans la production finale. Alors on sait très bien que la saison 2 ça a été compliqué, par exemple avec Numénor, que ça a été compliqué je pense avec Tom Bombadil et du coup l'étranger. Je pense que ces passages-là, malheureusement en termes de découpage, ça a été compliqué. Du coup la réponse de J-Day: chaque coupe que nous faisons, nous la faisons parce que nous pensons que c'est ce qu'il y a de mieux pour le spectacle. Une coupe qui a été difficile, sans être trop précis, concernait du matériel axé sur le voyage de découverte de soi de l'étranger avec Tom Bombadil. Alors je pense que ça fait référence évidemment à la scène où Tom Bombadil montre un espèce de champ d'arbres et que ça s'arrête comme ça, il n'y a pas de suite en fait. Genre il lui explique que oui, il va falloir trouver le bâton et tout, mais il n'y a aucune suite à cette scène, ou en tout cas peut-être de l'enseignement qu'on n'a pas eu, enfin c'est dommage. C'est dommage qu'en fait qu'il se soit éternisé à faire un peu trop de temps dans le désert pour arriver chez Tom Bombadil et qu'il n'y ait pas eu assez d'interactions entre Tom Bombadil et l'étranger, qui je trouve était pertinent à chaque fois. À part peut-être la fin où c'était trop, le feu secret, tout ça, là c'était un peu relou, Au fur et à mesure que nous avons examiné ce que nous avions filmé et ce qu'il fonctionnait vraiment, une partie de cela a été tronquée. Dans un univers alternatif où les choses se seraient déroulées différemment, il semblait qu'il y aurait pu avoir une histoire semblable à celle de Luke à Dagobah, avec l'étranger apprenant davantage sur ses pouvoirs auprès de Tom Bombadil. Ce qui aurait été amusant à voir. Voilà, comme je viens de dire en fait, il manquait une petite scène un peu d'apprentissage. L'apprentissage est important dans le récit, et là on l'a pas eu énormément. Patrick il dit: il y a moins de scènes, surtout dans la saison 2, que nous avons supprimées que vous ne le pensez. Je pense qu'il y a eu deux auxquelles je peux penser, des scènes de Numénor, mais qui en fin de compte semblaient redondantes, avec quelque chose qui était couvert ailleurs. Il y avait une très belle scène où Valandil et Aryen se sont promenés dans la ville, et ils étaient adorables. Il s'agissait de la façon dont ils pleuraient Isildur. Mais le public se disait: nous savons qu'il est vivant. Et à la minute où nous l'avons supprimé, même si c'était triste de ne pas l'avoir, l'histoire avait plus d'énergie. Donc c'est peut-être juste pour vous donner une idée du genre de réflexion qui entre dans ces choses. Donc là, il montre encore une fois qu'ils ont coupé des scènes à Numénor, et ça se voit. Ça se voit que il y a beaucoup de... je pense qu'il manque 2-3 scènes à Numénor qui manquent dans le contexte de la perte d'Isildur. Mais du coup, eux, ils partaient du principe que les gens, ils savaient on sait qu'il est vivant parce qu'on le voit à l'écran. Bon, passons directement à la question numéro 2, il y a à peu près 8 questions, donc ça devrait pas être trop long non plus, mais voilà, ça me permet de discuter. Avez-vous un élément préféré dans la tradition que vous savez avec certitude que vous ne pourrez pas mettre dans le spectacle? Bon, c'est peut-être pas traduit du meilleur du possible, mais en gros la traduction c'est plus en mode: si vous aviez un rêve et que vous aimeriez le mettre dans la série, mais vous pouvez pas parce que ça concerne pas forcément la période où vous n'avez pas les droits, qu'est-ce que vous mettriez? Donc J.D., je pense que nous ne voulons jamais dire jamais. Il y a un tas de choses qui pourraient figurer en tête de cette liste. Il y a des choses du troisième âge que nous ne couvrons probablement pas. J'aime bien le probablement pas avec l'histoire du Balrog, certainement. Où il y a des détails du Silmarillion qui enrichiraient notre narration, mais nous n'avons pas le droit d'utiliser. Mais encore une fois, vous ne voulez jamais dire jamais. Il y a des choses comme le nom Anatar que nous n'avions pas pu utiliser à l'origine. C'est-à-dire qu'en saison 1, ils n'avaient pas le droit d'utiliser le terme Anatar, et qu'ils ont réussi à l'avoir en saison 2, et ça c'est beau. Et que la succession Tolkien a gracieusement rendu possible. Nous avons d'autres éléments que la traduction, comme celui-là, sur notre liste de souhaits. Et nous devrons voir ce qu'il se passe. La route continue toujours, donc je pense que pour l'instant, nous allons simplement dire que c'est à déterminer. Et Patrick il dit: je n'ai pas de meilleure réponse que celle-là. Si ce n'est que de dire: vous savez, Gollum est l'un de mes personnages préférés du Légendarium. C'est un personnage si riche et complexe. Mais je n'imagine pas un monde où nous ferions quoi que ce soit avec lui dans ce spectacle. Même à la toute fin. Ce qui est dommage parce qu'il est tellement génial,
mais peut-être aussi une bonne chose parce qu'il a été si brillamment et de façon emblématique interprété dans les films de Peter Jackson et ses collaborateurs et Andy Serkis. Mais c'est un jouet avec lequel il serait amusant de pouvoir jouer. Bon. On voit que Patrick a une préférence pour le personnage de Gollum. On va pouvoir passer à la question suivante. Maintenant que nous savons que c'est Gandalf, désolé pour le spoiler, mais voilà, si vous avez vu la saison 2, l'étranger est Gandalf. Que c'est Gandalf et un sorcier noir au lieu des 2 mages bleus, cela exclut la possibilité que les bleus soient dans le spectacle. Pouvez-vous également exclure définitivement que Saruman soit le sorcier noir? Alors ça c'est une question qui taraude beaucoup de monde. Patrick, il répond, je pense qu'il est difficile de dire que quelque chose est à 100%, mais nous n'avons aucun plan ni intention de le faire être Saruman. Nous le considérons pas comme Saruman. Nous savons qu'il est question de 5 sorciers dans le Seigneur des Anneaux, 5 Istari. L'un d'eux est Saruman, l'un d'eux est Gandalf, l'un d'eux est Radagast, et il y en a 2 autres. Nous pensons qu'il sera l'un de ces 2 autres. Oh. Et J-Day y répond, ce que je dirais, c'est que je pense qu'il serait difficilement logique de voir comment il pourrait être Saruman. Ce serait une sorte de trompe-moi une fois, honte à toi, trompe-moi 2 fois, honte à moi, pour Gandalf. Si le sorcier noir devrait être Saruman, alors il serait un sorcier maléfique avec lequel Gandalf interagissait et se battait au second âge. Et puis il devrait redevenir bon et regagner la confiance de Gandalf, pour ensuite redevenir maléfique et le trahir. Cela mettrait simplement à rude épreuve la crédulité. Ouais, non mais en vrai, il a tellement raison. Elro, aide-moi, je veux m'acheter un pull de Noël moche LOTR. Mais non, tu veux t'acheter un pull moche LOTR ? Bah écoute, envoie-moi ça et je regarde juste après. Patrick, ce que je dirais pour ajouter à cela, c'est que, vous savez, encore une fois, nous ne jouons pas de façon lâche ou nous n'essayons pas d'être rusés. Les personnages se révèlent au fur et à mesure que vous avancez avec leur histoire. Et vous savez, l'étranger a révélé de plus en plus qu'il y était. Il est tout simplement très difficile d'imaginer que le sorcier noir serait Saruman. Je pense, même si nous voulons être ouverts à tant de créateurs, à tous les coins du Légendarium, je ne pense pas que cela se produira. Donc là, on a un peu une confirmation, comme quoi, ça ne sera pas Saruman. Et tant mieux que ça soit pas Saruman, que ça soit Gandalf, c'est pas un problème. C'était sûr depuis le début. Mais que ça soit pas Saruman, merci beaucoup, et que ça soit un mage bleu, enfin. C'est-à-dire que l'autre mage bleu a potentiellement été soit vaincu, soit il est perdu encore, soit on ne sait pas. Quel personnage canonique êtes-vous le plus enthousiaste d'introduire à l'avenir? Donc J-Day y répond plusieurs, Patrick il dit c'est tout. Bon, là ils sont pas allés plus loin, ils ont pas envie de dire qu'ils veulent introduire, mais bon, j'imagine qu'ils veulent peut-être introduire Celeborn ou je ne sais pas qui, d'autres personnages qui seraient importants, voilà. Bon, question 5. Comment Arondir n'est-il pas mort entre l'épisode 7 et 8? Alors ça c'est une question qui est beaucoup revenue, il a été assez poignardé, mais dans l'épisode 8 il avait la force de riposter contre les Uruk aux côtés des autres elfes. Puis il a terminé la saison avec Gil-galad, Elrond et Galadriel qui surplombaient et inspiraient le reste des elfes. Y avait-il une guérison magique par l'anneau ou la blessure n'était-elle tout simplement pas un endroit fatal? Donc là ils vont répondre, que Patrick, pas J-Day. Alors c'est une drôle de question, ce n'était pas un coup mortel. Il a été blessé et vaincu. Nous avons tenu la caméra sur lui dans un plan où il rampait par terre. Vous êtes censé savoir, ok, il est à terre, mais il n'est pas hors de combat. Les elfes sont des elfes. La première chose qu'il dit, c'est que les elfes guérissent d'eux-mêmes, à moins que la blessure ne soit particulièrement grave ou mortelle. C'est vrai qu'il le dit en saison 1. Il le dit en saison 1. Anarion, évidemment, Faustia. Mais je pense qu'Anarion, c'est sûr qu'ils vont l'introduire. On a quand même à la fin Elendil qui part rejoindre son fils. Ce n'était pas une blessure mortelle. Est-il possible que le roi, alors qu'il était captif et utilisait de la magie pour l'aider? Peut-être. Mais nous ne pensions même pas que la blessure était si grave. Nous pensions qu'Adar l'avait battu. Lorsque vous perdez un combat de championnat de boxe, vous n'êtes pas mort, vous êtes assommé. Et Adar l'a vaincu au combat. Il ne l'a pas blessé mortellement. Mais je pense que nous réalisons que maintenant, en le regardant, c'est tellement surprenant quand Arondir est vaincu, parce qu'il est un héros si incroyable. Cela semble encore plus important que cela. Bon, voilà. C'est une réponse comme une autre, Ensuite, Sauron. Sauron a passé du temps à forger Numénor. A-t-il travaillé directement avec Celebrimbor pour lui faire fabriquer des anneaux de pouvoir? Donc il a vu le processus. À ce stade, Sauron a-t-il tout ce dont il a besoin pour fabriquer l'anneau unique? L'anneau unique qui sera certainement un élément important de la saison 3 des anneaux de pouvoir. Je pense que vous devriez vous demander,
A-t-il vu tout ce que les forgerons elfes ont fait dans le processus? Retournez et regardez attentivement ce pourquoi il était là, ce pourquoi il n'était pas là. Nous savons que le légendarium que Sauron n'a jamais touché les 3 anneaux elfes. Donc je pense que nous pouvons dire, regardez attentivement. Patrick, non. Je veux dire, il n'était pas présent pour la forge des 3. De toute évidence, il était intimement impliqué et fournissait des instructions et mettait la main sur les œuvres réelles pour les 7 et les 9. Et donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est pointer ce qui est déjà là. Mais il semble certainement que Sauron avait besoin de Celebrimbor et n'aurait pas pu fabriquer ces anneaux sans lui. Nous aimons penser que Jilei qui répond, nous aimons penser à la construction des anneaux comme à l'énergie atomique. C'est comme si Sauron était là pour toute la physique théorique qui sous-tendait la fission de l'atome et l'aube de l'ère nucléaire, mais il n'était pas là réellement lorsque la première bombe a été construite en laboratoire. Donc ce qui se passe entre le concept et l'exécution, comme le savent tous les scénaristes et producteurs, peuvent être beaucoup. Alors retournez et vérifiez. Donc là il confirme bien le fait que Sauron n'a pas vu les anneaux, ou en tout cas n'a pas assisté à la fabrication des anneaux elfes, donc ce qui est correct dans le lore, donc très bonne réponse. Bon après c'était pas forcément une question pertinente je trouve. Ensuite, question numéro 7. Les fans ont vraiment apprécié les flashbacks. Et nous ouvrons avec des flashbacks pour la saison 1 et la saison 2. Pourrions-nous en avoir dans la saison 3? Est-ce que quelque chose que vous ne voulez pas trop faire? En vrai, c'est vrai qu'en saison 1, il y a eu un flashback. Je sais pas s'il y a eu un flashback en saison 1. C'est plus un flashback, entre guillemets, par rapport à une introduction ou un prologue. C'est pas vraiment un flashback. La saison 2, il y a eu un flashback qui nous a remis dans un contexte un peu par rapport à la saison 1, que j'ai trouvé vachement bien. Donc Patrick y répond. Nous aimons en fait l'idée que chaque saison pourrait commencer par une tranche différente de la Terre du Milieu axée sur un personnage différent de la dernière fois. Peut-être. Donc peut-être Sauron, peut-être pas Sauron. Peut-être Morgoth, changer. Peut-être Celebrimbor, savoir son histoire. Peut-être ririez-vous au titre après une section étendue qui vous dit quelque chose de nouveau sur un personnage qui va peut-être à un moment de sa vie que nous n'avons pas encore exploré ou vu à l'écran. Nous aimons l'idée que cela devienne l'un des refrains du spectacle. Cela pourrait changer à tout moment, car les règles sont faites pour être brisées. Mais je dirais pour le moment, alors que nous réfléchissons à l'histoire, nous avons un flashback qui commencerait à la saison 3. Peut-être quelques autres flashbacks éparpillés tout au long de la saison. Nous voulons toujours explorer de nouveaux coins de la Terre du Milieu, et nous aimons toujours vous montrer un nouveau côté d'un personnage que vous n'avez jamais vu auparavant. Donc c'est une non-réponse, mais j'espère que la réponse est suffisante. JD ajoute à cela, ce que nous pouvons également dire, c'est que l'une des choses que nous aimons chez Tolkien, c'est la richesse et la complexité de son histoire. Ses personnages, ses mondes, ses peuples, tous ont ces histoires qui sont incroyables. Les personnages immortels remontent à des milliers d'années, et même les personnages qui ne sont pas immortels font partie de terres et de peuples dont l'histoire remonte à des milliers d'années. C'est presque comme le travail d'un géologue lorsque vous le parcourez en déballant toutes les différentes couches. Mais en tant que conteur, vous devez également faire très attention aux flashbacks, car trop d'entre eux peuvent arrêter l'histoire. Une histoire doit toujours avancer. Si vous vous contentez de vous lancer dans des flashbacks ou des histoires pour le plaisir des histoires, cela peut vous enlisser, dégonfler votre histoire et interrompre votre élan. Mais le bon flashback au bon moment, pour le bon personnage au bon endroit, peut ouvrir une toute nouvelle compréhension du voyage et de l'histoire d'un personnage. Comme l'a dit Patrick, je pense que nous avons aimé formellement l'idée d'ouvrir les saisons de cette façon. Et quant à ce qui se passera à l'avenir, encore une fois, restez à l'écoute. Ouais, moi j'aime bien les flashbacks. Passons directement à la question 8, on arrive bientôt à la fin. Donc c'est assez rapide mais c'est intéressant, il y a pas mal de choses. Alors, évidemment ils vont pas en dévoiler encore parce que la saison 3, je crois, n'a même pas encore été officiellement redite ou elle doit être en préparation, c'est sûr. Bref, question 8. Il y a des plans de caméra qui surplombent Galadriel lorsqu'elle a besoin de soins qui ressemblent presque à un œil au milieu du plan. Existe-t-il une théorie très populaire selon laquelle c'est Sauron qui vérifie surplombe? Pourriez-vous confirmer ou c'est juste un joli plan pour la caméra? Alors si vous souvenez pas, quand Galadriel elle chute après avoir combattu face à Nathar, eh bien il y a un effet de caméra, c'est vrai qu'il ressemble un peu à un œil, mais je pense que c'est juste un effet visuel, on va voir ce qu'ils disent. En ce qui concerne l'interprétation artistique et le rôle que les créateurs assument une fois qu'ils sont mis en œuvre au monde, il y a cette idée en critique littéraire de la faille intentionnelle, qui critique l'idée que pour vraiment comprendre le sens d'une œuvre, il faut en quelque sorte remonter et comprendre l'intention originale de l'auteur. Bien sûr, l'intention de l'auteur peut éclairer ce qu'une œuvre essaie d'accomplir, tout comme nous l'avons fait avec Arondir il y a une seconde. Oh, en fait,
nous visons autre chose. Et les gens l'ont pris de cette façon. Oui, c'est ça, eux, ils pensaient que ça allait donner cette idée-là, et les gens le reçoivent d'une autre manière. C'est juste une perception qui est différente. Et nous sommes toujours partants pour ça. Mais ce qui est aussi fascinant et vraiment gratifiant, je pense, en tant que créateur, c'est que une fois que vous avez créé quelque chose, c'est là-bas, dans le monde. Et les gens vont avoir de toutes sortes d'interprétations. Ouais, c'est ça, c'est une question d'interprétation. Et parfois des thèmes vont faire surface dans l'écriture et dans la production, dont vous n'étiez même pas nécessairement conscient. Soit inconsciemment, soit en tant qu'inconscient collectif de tout groupe de personnes qui ont rassemblé cette chose. Ensuite, les gens dans le monde prendront l'œuvre finie et commenceront à analyser dans toutes sortes de directions différentes. Nous regardons leur lecture et nous dirons « Waouh, c'est une lecture vraiment intelligente et sophistiquée. J'aime vraiment cela. » Patrick, avez-vous quelque chose à ajouter? Patrick, il dit « Oui, c'était juste un joli plan pour la caméra. » Et du coup, dernière question. Vous avez déjà eu pas mal de créatures dans le spectacle, des ents, des uruk, des créatures sans nom dans la boue, des bêtes marines, des spectres, des elfes et même un balrog. Les fans aiment. Les fans qui n'aiment pas les nains se demandent, compte tenu de la qualité exceptionnelle de l'équipe VFX CGI du spectacle, si nous pourrions voir des dragons à l'avenir. Un dragon? Patrick dit « Je dirais que les dragons sont spéciaux et uniques chez Tolkien. Il y a des dragons légendaires avec des noms légendaires. Les dragons parlent chez Tolkien. Nous devrions avoir la bonne raison de le faire et au bon moment. Je pense qu'il est assez difficile de surpasser le Smaug de Benedict Cumberbatch. Et il y a une autre émission fantastique avec beaucoup de dragons. Il y a une autre émission fantastique avec beaucoup de dragons. Est-ce que ça serait pas House of the Dragon par hasard? Je pense que la réponse est peut-être. Et si nous y allons, ce sera parce qu'il y a une grande idée et une grande raison tolkienienne d'y aller que nous devons le faire. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de dragon, hein. Smaug, je sais pas quand il est né, mais pas sûr qu'il soit né au second âge. Quoique, on sait pas. En vrai, il y a potentiellement des dragons au nord, dans les landes d'Éten. Non, pas les landes d'Éten, mais les landes desséchées. Peut-être. Ils sont cachés, mais peut-être, en vrai. Après, ils pourraient potentiellement en introduire. Pourquoi? Imaginons, petite théorie comme ça. Damrod. Flashback sur Damrod et sur sa vie. Pourquoi il y aurait un flashback? Je sais pas. Imaginons, il y a un émissaire orc qui est reparti dans là où habitait Damrod pour dire que Damrod est mort et que du coup tous les trolls... Enfin bref, il y a une nouvelle armée qui va se former de trolls qui va venir prêter allégeance du coup à Sauron. Et là on aurait un flashback, je sais pas, de Damrod qui s'est battu contre un drake des glaces et qu'il l'a défoncé, quoi, qu'il l'a battu. Je sais pas, c'est une théorie parmi tant d'autres, hein. Là c'est un flashback que je viens de vous imaginer. Est-ce que ça avancerait l'histoire? Je ne sais pas, mais en tout cas ça montrerait un dragon. S'ils veulent vraiment montrer un dragon, ils peuvent montrer un drake. Après, bon, ils ont déjà montré pas mal de choses, hein, c'est bon, continuez sur les ends. Les ends, c'est très bien. Donc là, c'est les réponses des gens. J'adore ce genre de choses. Il y avait de belles histoires, machin. Je comprends ce qu'il dit ici, mais je pense qu'ils auraient pu humaniser Ariane et ajouter un peu plus Valandi. Tac. Bon, je lis un petit peu ce que les gens ont dit. J'ai fait de mon mieux pour choisir les questions. Ah, donc c'est lui, c'est Varking Runesund. Je sais pas trop qui c'est, mais du coup, c'est cette personne qui a voulu. Donc, j'ai fait de mon mieux pour choisir les questions que j'ai vu beaucoup d'entre vous poser ou qui ont été votées en masse. À l'exception de tout ce qui concerne les droits, les produits dérivés, les éditions étendues, etc. Je n'ai eu que le peu de temps pour passer un appel avec les organisateurs de la série, devais poser des questions et obtenir des réponses. Et j'avais l'impression que poser ces questions ne ferait que gagner du temps pour que les autres, et personnellement, je ne l'avais pas l'impression qu'ils seraient capables de répondre à ce genre de choses avec plus que 2-1. Ne serait-ce pas si cool si un type de réponse où personne se serait content de savoir nanana. Donc si vous pensiez qu'ils auraient certainement répondu à cette question et que vous êtes en colère, c'est ma faute. Pour ceux qui ont été patients et ont attendu que je règle tout cela, je vous remercie beaucoup, apprécié. Les numéros 3 et 7 étaient ma préférée. Alors attends, 3 et 7 c'est quoi 7 c'était à propos des flashbacks et 3 c'était à propos de, évidemment, le Saruman. Je pense que celle-là, elle est très très bien. Très bonne question. Très bonne question. Bon, en tout cas, les gens ont l'air plutôt contents des réponses qu'ils ont exprimées. Pour moi, ça reste quand même des passionnés. Enfin, on peut dire tout ce qu'on veut. La série respecte quand même un minimum l'univers. Et c'est deux grands passionnés qui sont derrière ça. En tout cas, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour peut-être d'autres edits, hein. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à le dire également. Moi je vous dis à bientôt, au revoir et abonnez-vous.